Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, qui est un hôpital qui se trouve à Béjala, dans le district de Bethléem. Et je dirige une petite unité de santé mentale qui a été créée en 2000 lors de la deuxième intifada. Et l'objectif de cette unité était d'apporter un soutien psychologique aux enfants et à leurs familles affectés par la violence dans le district de Bethléem. Et depuis, notre programme s'est développé depuis ces dernières 15 années. Et actuellement, notre travail s'articule autour de plusieurs axes. Nous proposons des suivis individuels pour des enfants en souffrance psychologique, ainsi que des suivis familiaux, des groupes thérapeutiques pour les enfants qui ont des troubles psychologiques. Nous participons aussi à la formation de professionnels de l'enfance et nous avons aussi des programmes de sensibilisation, prévention auprès d'enfants en âge scolaire sur toutes les questions qui sont relatives à la maltraitance physique, psychologique, abus sexuels. Et nous avons aussi mis en place plutôt des services de prévention à travers la création de ludothèques dans différents centres qui se trouvent à Bethléem et qui accueillent des enfants uniquement dans un but de jeu. Donc, lorsqu'on parle de la Palestine, souvent les images qui nous viennent à l'esprit, c'est des images plutôt de guerre, des images de camps de réfugiés, des images de violence, de deuil. Mais comme vous le savez, le contexte palestinien est assez particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une guerre avec un début et une fin. On est dans une situation chronique où on va avoir une alternance de guerre, entre guillemets, ponctuelle, avec des moments de relative accalmie. Et donc ça, c'est quelque chose qui dure depuis plus de 60 ans et où on a quelque chose comme des agressions de différents types, soit des actes d'agression physique où la vie de la population est en danger, mais on a également tout ce qui est en lien avec une espèce de tension permanente avec les bouclages, les difficultés de mouvement, les destructions de maisons, les destructions des récoltes, et puis une imprévisibilité de la situation et qui est accompagnée d'un sentiment d'insécurité permanent. Et lorsque nous avons établi notre programme en 2000, les territoires palestiniens vivaient au quotidien des affrontements armés avec des affrontements violents avec l'utilisation d'armements lourds de la part de l'armée israélienne. Et on se retrouvait dans des situations où plutôt il y avait danger de mort, risque d'être blessé, risque d'être tué lors des bombardements. Et lorsque nous travaillons avec les enfants à ce moment-là, la plupart des enfants présentaient des symptômes tels qu'on les trouve un petit peu dans toutes les situations de guerre. C'est-à-dire des enfants qui pouvaient avoir des troubles du sommeil, des angoisses de séparation, des difficultés de séparation de leurs parents, par exemple le matin pour aller à l'école, des enfants qui avaient ce qu'on peut appeler dans le langage un peu psychiatrique un état de stress post-traumatique. Et c'était en fait, on travaillait beaucoup avec des enfants qui venaient de vivre des choses très violentes, très difficiles, et on intervenait un peu dans l'urgence pour essayer de les aider à faire face à ce qu'ils venaient de vivre, et en même temps pour essayer de voir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir métaboliser tout ça, et comment est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer à vivre et à investir la vie malgré les situations traumatiques qu'ils vivent. Et après les périodes où il y avait beaucoup de bombardements, on avait aussi des périodes où c'était plutôt des couvre-feux qui étaient instaurés de manière répétée, de manière imprévisible, et qui étaient décrits par la population palestinienne comme parfois un peu plus insupportables que les bombardements, parce qu'on était constamment dans une dépendance à l'autre et constamment dans l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du tout se projeter dans l'avenir. On ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer dans les minutes ou dans les heures qui allaient suivre. Par exemple, on pouvait avoir
l'armée israélienne qui pouvait venir et circuler dans les rues en disant que le couvre-feu était par exemple instauré pour la journée. Le lendemain, l'armée circulait de nouveau en disant que le couvre-feu était levé pour la journée. Donc les gens voulaient reprendre leur vie normale et se rendaient par exemple au travail. Les écoles étaient ouvertes pour quelques heures pour pouvoir accueillir les enfants. Les enfants allaient à l'école et au moment où ils étaient à l'école, tout d'un coup, les jeeps revenaient en instaurant de nouveau les couvre-feux. Donc on ne pouvait jamais savoir ce qui allait se passer tout de suite après, et c'était quelque chose d'extrêmement insupportable. C'est-à-dire qu'on sentait qu'on ne pouvait plus du tout se baser sur quoi que ce soit. On n'avait aucun support, aucun repère qui nous permettait de pouvoir se projeter dans un avenir, même un avenir très proche. Et ça, c'était quelque chose qui était difficilement vécu par toute la population et par nous, les professionnels, qui devions aussi travailler dans ces conditions-là. Et puis ensuite, en Cisjordanie, la situation s'est relativement calmée. C'est-à-dire, on n'était plus dans les bombardements, on n'était plus du tout dans des grandes périodes de couvre-feu, on n'avait plus d'affrontements armés. Il y avait un semblant de calme, mais avec, bien entendu, comme vous le savez tous, des descentes fréquentes de l'armée, des arrestations, des confrontations régulières avec les soldats ou les colons, les démolitions de maisons, et puis le mur a été construit. Le mur a été construit et il fait maintenant partie de notre décor quotidien. Il entrave le mouvement et là aussi notre vie dépend complètement du bon vouloir de l'autre. Là, depuis le mois d'octobre, la situation s'est de nouveau aggravée avec aussi tous les événements qui ont lieu depuis quelques mois. Les attaques qui ont lieu au couteau, les attaques aux voitures béliers qui sont réprimées de manière collective et de manière très violente par l'armée israélienne, avec les fermetures de routes, avec les bouclages, avec le blocage de l'entrée de certains villages qui, par exemple, nous, dans notre travail, entravaient notre travail et nous n'arrivons pas à atteindre, par exemple, les écoles dans lesquelles nous intervenons. Et puis des arrestations, et les enfants ne sont pas du tout à l'abri de ces arrestations, puisque par exemple les derniers chiffres du mouvement DCI, qui est Defense for the Children International, qui est une organisation qui suit tout ce qui concerne l'arrestation des mineurs, dans leurs derniers chiffres, on est à peu près à 500, plus de 528 enfants entre 12 et 15 ans qui ont été arrêtés entre octobre 2015 et février 2016. Moi, je parle un peu de la Cisjordanie, puisque moi je travaille en Cisjordanie, mais à Gaza, la situation est bien pire, puisqu'à Gaza, on est dans une espèce de prison à ciel ouvert, d'où on ne peut pas sortir, d'où il est pratiquement impossible de sortir, et dans les situations, par exemple en juillet 2014, durant les dernières guerres contre Gaza, la question c'était, il n'y avait nulle part où se réfugier. Et la question que se posaient surtout les professionnels de l'enfance et les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, c'est comment pouvoir travailler avec des enfants pour les aider à survivre, disons psychologiquement, à tous les événements traumatiques qu'ils vivent en permanence, alors qu'il n'y a aucun moyen, aucun endroit pour aller se réfugier, puisqu'on ne peut pas sortir de la bande de Gaza. Et ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup, par exemple, dans nos discussions avec nos collègues de Gaza, sur quelle est notre place en tant que psychologue ou en tant que professionnel dans des situations comme ça de guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut, lorsque la situation est chronique, comment est-ce qu'on peut aider les enfants à maintenir une santé, on va dire un bien-être psychosocial ou un bien-être psychologique, malgré une situation qui se chronicise et une situation pour laquelle on ne voit pas beaucoup de perspectives positives. Et comment faire en sorte que ces enfants, justement, puissent être en relation avec l'autre et puissent pouvoir regarder, être en relation les uns avec les autres d'une manière saine et d'une manière sereine, malgré le contexte dans lequel ils vivent. Parce qu'on sait, et toutes les études montrent que plus l'exposition au trauma est répétée et envahissante, et particulièrement les expériences traumatiques qui ont lieu au tout début de la vie, et plus il y a de chances qu'il en résulte une réponse plutôt de stress chronique
qu'on appelle un peu dans notre jargon le trauma complexe. Et ce trauma complexe peut être à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements. Et les enfants, on sait que les enfants qui vivent l'expérience de la guerre et de la violence risquent de voir leur développement psychologique compromis. Et donc, on sait aussi, puisque ici on est dans quelque chose qui se répète, donc il ne s'agit pas seulement des enfants d'aujourd'hui, mais il s'agit aussi des enfants d'avant qui sont devenus des parents et même des grands-parents, et que plus le traumatisme qui est vécu par les parents va affecter leur fonctionnement et leur capacité à être parents avec leurs enfants, donc lorsqu'ils sont eux-mêmes affectés par des événements qui ont été extrêmement difficiles à métaboliser pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent être disponibles émotionnellement pour leurs enfants, et comment est-ce qu'ils peuvent garantir une sécurité interne à leurs enfants lorsque eux-mêmes ils sont pris dans quelque chose dont ils ont du mal à sortir. En fait, dans nos consultations, nous voyons des enfants qui sont victimes directes, on va dire, de certains événements. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement violentes, et ils vont venir en consultation amenés par leurs parents parce qu'ils ont été... ils ont vécu des choses qu'ils n'ont pas du tout pu, on va dire, digérer psychologiquement. Mais dans l'ensemble, les effets de la situation ne sont pas aussi flagrants. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir dans nos consultations un grand nombre d'enfants qui ont vécu des choses très difficiles. Ils n'arrivent pas directement nous voir parce que certains ont vécu des choses difficiles, mais ils vont plus ou moins pouvoir s'en sortir grâce à l'aide de leur famille ou grâce à l'aide du réseau social autour d'eux, et en même temps grâce à leurs propres facteurs de résilience et à leur capacité interne à pouvoir s'adapter à ce qui se passe et à pouvoir trouver des ressources pour pouvoir faire face à ce qu'ils vivent. Mais en même temps, ce que nous, on est en train de vivre un petit peu de manière générale et de sentir en tant que professionnels, mais aussi en tant que population, on va dire générale, c'est cette situation, quelque chose de beaucoup plus insidieux, avec le bouclage, avec le mur qui va morceler notre horizon géopolitique, mais en même temps, on a l'impression que quelque part, il est en train aussi de nous morceler intérieurement. Et quelque chose où, au niveau de notre vécu interne, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de discontinuité, on va dire, interne dans notre vécu, dans notre façon d'être dans la vie quotidienne, et qui va plus se manifester par une difficulté à contenir les émotions. C'est-à-dire que quand on va vivre quelque chose de très fort, des choses aussi dans notre vie quotidienne, même parfois des événements qui peuvent être très minimes, on a tendance à réagir de manière assez violente. On a du mal à digérer nos émotions, nos affects. On est plus dans l'acte et dans le passage à l'acte, et on est en train de vivre une espèce de confusion interne qui est en lien avec la confusion externe de la situation dans laquelle on vit. Et je crois que c'est ça le plus compliqué, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire que quand les enfants viennent nous voir en consultation, on ne peut pas dire cet enfant a tel symptôme parce qu'il a vécu telle chose, ou il a tel autre symptôme parce qu'il a été victime, ou il a été témoin par exemple de l'arrestation de son père. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. En même temps, il y a des facteurs externes qui sont en lien avec une réalité externe qui peut être par moments très violente. En même temps, il y a quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, une espèce d'insécurité permanente qui va avoir un impact, même si on a du mal à le ressentir concrètement. Et en même temps, il y a aussi, bien entendu, chaque personne est différente, chaque personne va avoir une histoire différente, des relations intrafamiliales différentes, un vécu différent, vivant dans une famille différente, et donc va gérer et va s'adapter à ce qui se passe de manière différente. Donc souvent, quand on me pose la question sur mon travail, on s'attend souvent à ce que je décrive tout le temps des situations qui sont en lien avec le trauma, avec des histoires, des expériences extrêmement difficiles, des histoires de deuil, de perte, de séparation. Mais tout à l'heure, j'évoquais les images qu'on associe souvent à la Palestine, des images plutôt de guerre, des images de tristesse, des images de peur, mais en même temps, il y a aussi, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, des images de vie,
des images de soleil, de centres aérés, de sorties scolaires, de fêtes de fin d'année, de marathons annuels. Et quelque part, de la même manière, dans les enfants qui viennent nous voir en consultation, eh bien, on va avoir des enfants qui viennent et qui ont des problèmes tels qu'on les trouve partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui viennent en consultation qui ont le même type de troubles, de difficultés que les enfants qu'on va voir en France, même si, bien entendu, il y a un contexte différent, même si on est dans un environnement complètement différent, et on est dans une culture différente, et un contexte politique différent, mais en même temps, les enfants présentent les mêmes types de troubles, et ça, c'est rassurant, parce que ça nous permet de voir qu'on est quand même du côté de la vie, qu'on n'est pas constamment dans un contexte extrêmement dramatique, et en même temps, et ça, c'est quelque chose aussi, en tant que professionnel, pour nous, enfin, professionnels, on doit être constamment à l'écoute de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus le contexte. Quand on travaille avec des enfants qui ont des difficultés psychologiques, alors on peut voir par exemple des enfants autistes, on voit des enfants qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, on voit des enfants qui ont des phobies scolaires, des enfants qui sont psychotiques, enfin, on va voir tout type d'enfants. Et en même temps, le contexte est quand même omniprésent. Par exemple, moi j'ai un petit patient qui vient de Ramallah pour une phobie scolaire et par moment les parents n'arrivent pas à venir parce que la route est fermée, parce qu'il y a eu tel ou tel événement dans tel ou tel lieu et donc les Israéliens ont fermé des accès, donc par exemple les parents sont obligés d'annuler le rendez-vous. Ou bien j'ai un autre enfant que je suis en consultation, Samy, qui lui a un trouble autistique, enfin qui a un trouble en envahissement du développement, et sa mère, elle est très inquiète à cause des difficultés de son fils, bien entendu, mais en même temps, elle est aussi tout le temps très inquiète parce que son mari travaille en Israël et il n'a pas de permis, et donc elle est toujours sur le qui-vive parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose lorsqu'il se rend en Israël pour travailler, donc elle est beaucoup moins disponible pour son fils. On a aussi, je donne souvent cet exemple-là parce que je crois que c'est un exemple assez typique du contexte dans lequel on travaille. Nous travaillons dans un centre, dans un village qui s'appelle Al-Khader. Nous avons un groupe thérapeutique pour enfants, un groupe jeu pour des enfants qui ont des troubles cognitifs sévères. Ce sont des enfants qui ont des gros handicaps mentaux, qui sont scolarisés dans une structure d'éducation spécialisée. Et là, on propose un groupe thérapeutique de jeu avec eux dans une ludothèque. Et des fois, pendant les temps de jeu, l'armée israélienne est à l'extérieur, parce que ce centre se trouve à côté des écoles du village, et il y a du gaz lacrymogène qui est lancé par l'armée israélienne à la sortie des écoles. Et donc, quand les fenêtres sont ouvertes dans la ludothèque, le gaz lacrymogène entre dans la ludothèque. Et la question à ce moment-là qu'on se pose en tant que soignant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il suffit de fermer les fenêtres ? Est-ce qu'on évacue les enfants ? Est-ce qu'on continue comme si de rien n'était ? Et en même temps, on ne peut pas continuer comme si de rien n'était parce qu'il y a une réalité extérieure qui est présente. En même temps, en tant que soignant et en tant que soignant travaillant la psyché intérieure, on est là pour travailler ce qui se passe chez l'enfant, à l'intérieur de l'enfant. Et donc, généralement, le contexte, on y fait attention, mais en même temps, on est plus en train de travailler ce qui se passe, les mouvements internes de l'enfant. Mais par ailleurs, il se passe quelque chose à l'extérieur. Et donc, bien entendu, de temps en temps, on évacue les enfants quand c'est quelque chose de très compliqué. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les fenêtres et on va dire aux enfants, l'armée est à l'extérieur, ils ont lancé du gaz lacrymogène, on est en train de le sentir parce que nos yeux et notre nez piquent, et puis on leur donne la possibilité aussi de dire... d'exprimer leur peur, et on est là pour recevoir cette peur-là et pour pouvoir les écouter. Mais ce qu'on voit depuis quelques mois, surtout depuis le mois d'octobre, c'est que la situation est en train d'avoir plus un impact sur nous, professionnels, qu'avant, dans le sens où on n'a pas toujours accès, comme je disais tout à l'heure, par exemple aux écoles dans lesquelles on intervient. Par moment, par exemple, l'armée va arriver et puis le centre dans lequel on intervient veut fermer et les enfants doivent tous rentrer chez eux. Donc il y a des mouvements de panique qui se font. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre de manière plus intense qu'avant. Mais là aussi, c'est par période. Pendant les bombardements, c'est encore pire.
Alors on se trouve donc devant des défis en tant que professionnels. Et en même temps, notre but, c'est d'aider les enfants à développer des ressources internes qui leur permettent de faire face à tous ces facteurs de risque sur leur santé mentale. Et puis aider les parents à se sentir suffisamment de bons parents, malgré tout, et pouvoir aussi avoir eux-mêmes des ressources pour être présents auprès de leurs enfants en souffrance. Parce que le problème la question que se posent les parents, et souvent quand ils viennent nous voir, c'est est-ce que je suis une bonne mère? Parce que je suis incapable de garantir une sécurité suffisante à mon enfant. Ou bien je suis incapable de lui garantir des moyens pour vivre tous les jours, pour vivre un minimum, des choses de base. Est-ce que je suis une mère suffisamment bonne parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le protéger? Quand, par exemple, l'armée israélienne vient chez moi au milieu de la nuit et arrête mon mari, et qu'ensuite mon fils ou ma fille a peur en disant « mais l'armée risque de revenir », qu'est-ce que je peux lui dire? Je ne peux pas lui dire « non, ils ne reviendront pas » puisqu'ils pourraient revenir. Donc les parents se sentent souvent dans un malaise en tant que parents, dans le sens où ils ne se sentent pas suffisamment sécures eux-mêmes et en même temps ils ne savent pas comment garantir cette sécurité à leurs enfants. Et donc, ça c'est notre deuxième défi. Et puis notre troisième défi, c'est nous en tant que professionnels. Comment nous on fait pour pouvoir continuer à travailler dans ce contexte-là? Parce que nous on vit dans ce contexte. Et donc comment on fait nous pour nous protéger, pour pouvoir aussi, pour nous protéger psychologiquement et pour pouvoir travailler et offrir cette sécurité interne ou psychologique aux enfants avec lesquels on travaille, si nous, en tant que professionnels, on ne se sent pas suffisamment sécure. Et ça, c'est une question. On n'a pas toujours une réponse à toutes les questions, mais on essaye de trouver des réponses. Et on trouve, heureusement. Je voulais parler des professionnels parce que je disais tout à l'heure qu'on était en lien avec des collègues de Gaza. Donc on travaille beaucoup avec le Gaza Community Mental Health Program, qui est une organisation qui propose aussi des soins de santé mentale dans la bande de Gaza. Et pendant la guerre, en juillet 2014, un des psychologues qui travaille là-bas a perdu beaucoup de membres de sa famille. Il a perdu son frère, sa belle-sœur, des neveux, enfin il y avait peut-être des parents très proches. Et en même temps, il était là pour pouvoir travailler avec les enfants qui eux-mêmes avaient perdu des membres de leur famille. Et il décrivait à quel point c'était quelque chose de très difficile pour lui. Et par ailleurs, d'autres collègues, par exemple psychologues, ont mis en place du psychodrame pour enfants et des activités de psychodrame pour les enfants d'âge 6-12 ans. Et ce qu'il disait, c'est que quand il organisait ce psychodrame, il y avait un jeu autour du shelter, du refuge. Où est-ce que les enfants peuvent se réfugier? Les enfants allaient se réfugier, créer quelque chose avec des coussins, pour se réfugier sous les coussins, lorsqu'ils parlaient de leur peur. Mais en même temps, là aussi, à l'extérieur, il y avait encore du danger. Et donc, est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de sécure dans un soin, alors qu'à l'extérieur, on n'est pas en sécurité. Et donc ça, c'est quelque chose qui revenait souvent dans les débats avec nos collègues. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans le travail qu'on fait, et en même temps, le fait de voir que les choses se développent malgré tout. Parce que lorsqu'on parle de la situation, on a tendance à avoir un regard plutôt pessimiste sur l'avenir. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut continuer à construire? Comment est-ce qu'on peut continuer à développer quelque chose lorsque on évoque un tableau tel que ce tableau-là? C'est-à-dire comment pouvoir garder une forme de résilience, comment pouvoir trouver des ressources, trouver des choses à la fois dans la façon de travailler ensemble, mais à la fois des ressources personnelles chez chacun d'entre nous pour pouvoir continuer à penser l'avenir et à construire quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les services de santé mentale étaient assez limités. On avait peu de ressources, on n'en a pas encore beaucoup, mais en même temps, les choses ont avancé depuis une dizaine d'années. Par exemple, le ministère palestinien de la Santé a mis en place un centre pour enfants et adolescents dans la région d'Hébron. Alors qu'avant, les dispensaires de santé mentale étaient uniquement pour des adultes qui ont des pathologies psychiatriques sévères. Donc là, ils ont mis en place ce type de programme à Hébron. Et en même temps, en tant qu'institution travaillant en santé mentale, on est beaucoup plus en train de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la complémentarité. Toutes les organisations non gouvernementales et gouvernementales qui sont en Palestine et qui proposent des services soit psychosociaux, soit des services de santé mentale aux enfants, maintenant on arrive à travailler en réseau. On arrive à mettre en place aussi une continuité dans un contexte de discontinuité. Et c'est ça qui marche. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place des liens, parce que les liens sont sans cesse menacés d'être rompus. Donc, dans notre travail, on fait des liens. On fait des liens, et lorsqu'on fait des liens, et lorsqu'on propose des prises en charge multidisciplinaires, lorsque les enfants avec lesquels on travaille sentent qu'on est en train de travailler tous ensemble, eh bien, ça propose un cadre contenant et un cadre qui peut amener de la sécurité aux enfants. En même temps, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, quand la deuxième intifada a commencé, tous les programmes psychosociaux étaient tournés vers ce qu'on appelle crisis intervention, intervention en temps de crise. L'idée était qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient victimes de situations traumatiques, et donc il fallait qu'on fasse un traitement, une prise en charge des enfants traumatisés. Et puis maintenant, les choses ont changé. Maintenant, on est en train de penser à d'autres choses. On est en train de penser à des choses en lien avec, par exemple, les enfants en situation de handicap. Dans notre structure, on travaille, on propose des soutiens psychologiques pour des enfants qui ont des déficiences mentales sévères. Ça n'existait pas il y a quelques années. Avant, on disait les enfants qui ont des déficiences mentales sévères, ils doivent être dans des structures éducatives et n'ont besoin que d'éducation spécialisée. Donc là, et la souffrance psychologique, elle vient en deuxième position. Maintenant, on est en train de beaucoup travailler sur la question à la fois de l'inclusion, de l'intégration des enfants en situation de handicap, et puis en même temps aussi de beaucoup travailler sur la question aussi du soutien psychologique, du suivi psychologique et de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est en lien avec la vie. En lien avec la vie, parce qu'on arrive à continuer à penser, continuer à réfléchir et à proposer de nouvelles choses, et des choses qui sont innovantes. Et ce qui est aussi intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'on a une certaine liberté. Hein, on bricole. On n'a pas de ressources comme on pourrait avoir dans certains autres pays, même si par exemple ici on a de moins en moins de ressources dans les structures de santé mentale. Mais donc on est obligé de bricoler. Et on a cette liberté. Donc dans le fait de pouvoir être libre, de pouvoir construire quelque chose, ça nous donne aussi une espèce de liberté intérieure qui nous permet de pouvoir vivre avec cet enfermement. Et je crois aussi, par exemple, on travaille sur la question des abus sexuels. Avant, on disait qu'il n'y a pas d'abus sexuels en Palestine. Il n'y a que le trauma. Mais il y a des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Maintenant, avec le ministère de l'Éducation, on a tout un programme dans les écoles de prévention et de sensibilisation sur la question de l'abus sexuel. On va dans les écoles, on fait des débats, d'abord avec les enseignants, ensuite avec les parents et ensuite avec les enfants, pour parler de ces questions-là. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça montre qu'on arrive quand même à pouvoir travailler quelque chose. Et moi, ce qui me semble aussi très important, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre travail, on a une approche, alors vous savez, en psychologie et en psychiatrie, on a différents types d'approches lorsqu'on travaille, d'approche théorique, quand on travaille avec les patients. Donc il y a ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale, il y a plutôt les théories plus anglo-saxonnes, puis il y a la théorie psychodynamique ou psychanalytique. Et donc avant, on avait beaucoup de formations
et qui avaient lieu. Des organisations internationales qui venaient en disant nous voulons faire de la formation pour les pauvres enfants palestiniens traumatisés par la guerre. Et donc on faisait une espèce de saupoudrage de formation sur les prises en charge du traumatisme. Et on acceptait, tout le monde acceptait, on disait, ou des formateurs qui viennent de l'extérieur, eh bien c'est très intéressant et puis il faut qu'on en profite puisque dans les facultés, les formations ne sont pas de tellement bonne qualité, donc plus des gens qui viennent de l'extérieur, c'est très bien. Et puis les gens venaient, puis faisaient des formations de 2 jours, 3 jours, puis ils repartaient. Ou bien ils faisaient des formations de formateurs. Donc, et ensuite ils repartaient. Il n'y avait pas de suivi. On était en train de répéter quelque chose de discontinu dans un contexte extrêmement discontinu. Maintenant, toutes les ONG qui travaillent en santé mentale ont un peu changé leur façon de voir les choses. On a changé nos stratégies. On ne dit plus non, on accepte n'importe quoi, on est actif et on dit ce qu'on veut. On n'est pas dans une situation de passivité, on est dans une situation active où on dit non, ça ne nous intéresse pas, ne venez pas. Nous, on veut ça. Et on veut que ça se fasse sur du long terme. On veut une continuité. On ne veut pas quelque chose de ponctuel pour 3 jours parce que ça ne sert absolument à rien. Et on est en train de voir que beaucoup d'organisations sont en train de suivre ce mouvement-là. Et je crois qu'on s'est tous rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on ait une stratégie dans notre façon de travailler pour pouvoir offrir quelque chose qui soit de qualité, en même temps qui soit valable et qui soit dans la continuité, et pour qu'on puisse continuer à penser le futur. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais vous montrer quelques petites photos. Donc, par exemple, ça c'est des bibliothèques qu'on a mis en place dans 4, tout en haut, là, dans 4 centres communautaires. C'est des bibliothèques qui sont ouvertes pour les enfants des centres. C'est des centres qui accueillent des enfants qui ont des handicaps et puis et en même temps des enfants tout venant. Et on travaille beaucoup sur la question de l'inclusion. Il y a plein d'activités communes, des récréations communes, des centres aérés communs. Et les bibliothèques aussi, des temps de jeu communs pour les enfants qui ont des grosses déficiences mentales et les enfants tout venant des centres dans lesquels ils sont inscrits. Et puis ces bibliothèques sont ouvertes l'après-midi pour les enfants des localités où sont situées les bibliothèques. On a des groupes, donc on utilise différents types de médiation. On a des groupes thérapeutiques, par exemple dans le camp de Taïché, on a un groupe conte. On utilise une histoire palestinienne qui est un peu comme la chèvre et ses 7 chevreaux, où il y a le loup qui arrive pour manger les petits chevreaux pendant que la mère n'est pas là. Et donc on travaille sur ce conte-là depuis 2 ans avec le même groupe et en utilisant le même conte. Et avec un petit groupe de 5. Donc ça mobilise énormément de professionnels. On a 3 adultes pour 5 enfants depuis 2 ans, en utilisant la même histoire. Mais pour pouvoir faire ça, c'est là où je parle du soutien des professionnels, nous travaillons beaucoup avec d'autres professionnels. Par exemple, nous avons mis en place des temps de supervision. Alors ça peut être des supervisions avec d'autres psychologues, d'autres organisations. Ça peut être des supervisions extérieures. On a par exemple des partenariats avec la France, avec des psychanalystes de Lyon qui viennent régulièrement depuis plusieurs années pour faire un soutien à l'équipe. Et donc ça, ce genre d'espace qu'ils proposent, ce sont des espaces qui nous permettent à nous professionnels de prendre un peu de distance par rapport justement à la situation dans laquelle on vit et en même temps de pouvoir préserver notre bien-être psychologique pour pouvoir continuer à travailler avec nos patients. Donc on a différents types de soutien. Là, c'est plutôt de l'art-thérapie. C'était des art-thérapeutes anglais qui sont venus pendant plusieurs années pour travailler avec nous. Donc ça, c'est une équipe où il y a des animatrices, des bibliothèques dans lesquelles on intervient, avec les psychologues. Enfin, donc on tente de mettre en place ce genre de choses pour soutenir les professionnels parce que avant, on était beaucoup moins dans cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'il fallait se concentrer sur les enfants. Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'il faut vraiment se concentrer sur les professionnels pour que les professionnels puissent être suffisamment à l'écoute des enfants. Ça, c'est par exemple les centres aérés inclusifs. Donc, il y a des enfants aussi qui peuvent avoir des handicaps moteurs.
Ça, ce sont des enfants qui sont dans un centre, c'est un centre de vacances d'une semaine qui est organisé par un service de la BASF où je travaille. C'est un service qui s'appelle le service de low vision basse. Et donc, ils font tous les ans 5 jours de colonies de vacances pour les enfants malvoyants ou non-voyants avec leurs frères et sœurs et leurs parents. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des temps comme ça entre les enfants et en même temps des temps de parole pour les parents. On a aussi des temps des activités de jeu mère-enfant. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je préfère m'arrêter sur une note positive, parce qu'on reste quand même optimiste malgré tout.